Unis avec Marie-Jean Tricot retrouvera tout à l'heure depuis Washington. D'abord donc direction Israël parce que Stéphane Amar nous y attend. Le centre du pays a donc été touché et on compte à l'heure où on se parle une douzaine de blessés. Oui, absolument. Alors, c'est dans une zone relativement concentrée, c'est-à-dire Petah Tikva, Bnei Brak, Givat Shmuel. Ce sont trois banlieues de Tel Aviv qui ont été touchées par ces tirs de missiles et plus spécifiquement par des sous-munitions, c'est-à-dire ces bombes qui sont contenues à l'intérieur des missiles qui sont envoyés vers le territoire israélien. Et ces sous-munitions, eh bien, ont causé plusieurs incendies de voitures dans cette zone urbaine extrêmement dense qu'est la banlieue de Tel Aviv. On dénombre, vous le disiez, au moins une dizaine de blessés selon les services de secours. Plusieurs voitures sont en feu sur les images que nous avons pu voir, alors même que Israël, eh bien, au bout de plus d'un mois de guerre, reste toujours sous le feu des missiles iraniens, même si d'après l'armée ils sont moins nombreux, si les salves sont moins fournies, eh bien tous les jours sans exception, le territoire israélien est visé. Alors surtout la région de Tel Aviv car elle est dense et les missiles ont plus de chances de faire des victimes et des dégâts, mais ici aussi à Jérusalem où il y a eu une alerte très tôt ce matin, le missile intercepté, cette fois-ci il n'y a eu ni victimes ni dégâts. Les alertes se multiplient depuis plusieurs heures. Est-ce qu'on savait du côté israélien que les attaques allaient sans doute redoubler d'intensité ? Oui, eh bien écoutez, il y a une vigilance ici de tous les instants, je dirais, qui n'est pas tellement dépendante de ce qui se passe ailleurs. Le reste des opérations militaires israéliennes, que ce soit en Iran ou au Liban, se poursuivent selon un rythme qui a été défini en amont. Mais il y a effectivement une vigilance ici de tous les instants. Et il faut bien le dire, une forme de lassitude de la population, car il faut des chambres aux abris plusieurs fois par jour, parfois, et parfois même, même si c'est souvent le cas, en pleine nuit. Mais les Israéliens restent globalement, on va dire, même si le taux d'adhésion à cette guerre baisse, ils restent globalement mobilisés derrière leur armée, derrière leur gouvernement. Dans le sens de ce que vous nous dites, Stéphane, à l'instant, on apprend qu'une préalerte vient de retentir à Tel Aviv. Alors, dans ces informations que vous nous avez données, Stéphane, Jean-Paul Paloméros, pardon, on a besoin de vos précisions sur ces fameux missiles à sous-munitions, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment de plus en plus l'arme privilégiée par l'Iran pour frapper Israël. Expliquez-nous comment ça fonctionne précisément. C'est terrible parce qu'on vit une guerre de transformation permanente. C'est assez simple, en fait, c'est un missile, mais simplement, au lieu d'être armé par une seule tête, et donc qui va frapper et faire, mettons, un cratère assez important, ben là, cette tête, en fait, elle se divise en de nombreuses sous-munitions qui elles-mêmes ont un pouvoir explosif, hein, des petites sous-munitions comme ça, hein, pas plus. Mais évidemment, c'est quasiment impossible à intercepter toutes ces sous-munitions parce il peut y en avoir plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines par missile peut-être, oui, entre 10 et 20. Ça, c'est pas impossible. Avec des charges explosives qui ont quel poids Ça peut être 1 kilo, mais 1 kilo d'explosifs, ça tombe dans une rue, ça fait des morts. Si vous voulez, le but, c'est pas d'être hyper efficace, c'est de semer la terreur, en fait. Là, c'est une théorie de la terreur. Et il y a rien. Une pluie de bombes qui tombe. Normalement, c'est des munitions, mais on a oublié ça depuis longtemps, qui sont interdites, hein, mais en fait, tout le monde les utilise. Quand on est en temps de guerre, toutes ces conventions du temps de paix disparaissent. C'est bien malheureux, mais c'est ainsi. Et elle tombe sur une surface de combien de mètres, kilomètres? Ça peut être sur au moins... ça dépend à quelle hauteur le missile lâche ses sous-munitions, mais ça peut être plusieurs centaines de mètres. Et pour les intercepter, il faudrait abattre le missile avant qu'il s'ouvre. C'est possible, ça, ou pas? C'est ce qu'essayent de faire les Israéliens au mieux, mais comme les missiles maintenant ils sont tirés d'assez près, enfin ça dépend d'où ils sont tirés, c'est pas évident. Hein. Le dôme de fer, il a le mérite d'exister. Il est fait aussi d'ailleurs contre les roquettes, mais là c'est quand même de la saturation. On peut voir ça comme ça. Et donc voilà, il y a forcément des munitions qui tombent, ça fait forcément des blessés, ça fait forcément des morts. J'ai peur qu'il n'y ait pas vraiment de parade, si ce n'est effectivement d'aller en amont et d'intercepter ces missiles en amont, voire avant même qu'ils ne partent. Ça montre en tout cas, Manel Emirkan, que le régime iranien, il sait s'adapter. Depuis le début de la guerre, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on voit la multiplication de ces missiles à sous-munitions. On est pragmatique à Téhéran, on fait des réunions, on essaie de voir ce qui peut être le plus efficace, et on voit que de plus en plus, c'est ce type de missile-là qui est privilégié. Hein. Oui, et puis c'est intéressant de regarder
on a l'impression qu'ils rationalisent en fait leur stock de ce type de missiles et ils vont les sortir au moment où ils ont besoin de donner un signal fort, de créer effectivement cette réponse forte et cette terreur sur Israël. Rappelons qu'hier soir, en fait, il y a eu une des plus grosses attaques sur les bases de missiles iraniens et ispahan. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Donc je pense qu'ils ont touché, les Israéliens ont touché, ou les Américains d'ailleurs. Parce que c'est Donald Trump qui communiquait sur ces images. C'est les Américains, pardon, qui ont touché gros. Et effectivement, là, la riposte va se baser sur ces missiles à submission qui produisent de l'effet. En fait, les Iraniens sont sur ça. C'est produire de l'effet, faire parler l'opinion publique, terroriser et maintenir cette espèce de cercle vicieux qui tourne autour de cette guerre. Et ça marchera par le pouvoir des images. Et regardez justement cette photo qu'on a reçue il y a quelques instants, qui a été prise juste après l'une des explosions de ces sous-munitions. C'est un bébé, voilà, dans les bras d'un secouriste, et on imagine évidemment, Bruno Fulini, que c'est ce genre d'image qui va forcément marquer l'opinion publique israélienne pour faire éventuellement évoluer un petit peu cette opinion publique qui est plutôt massivement derrière cette offensive. C'est là-dessus qu'on mise côté iranien pour faire évoluer les choses. Il faut bien prendre en compte qu'effectivement, cette guerre, comme toute guerre, elle a aussi une dimension psychologique, d'autant que là, il y a des pays qui sont des démocraties, même si c'est des démocraties en crise comme aux États-Unis, c'est des pays où la presse, l'opinion publique compte quand même beaucoup. De la même façon pour les pays d'Europe occidentale. L'Iran a toute une série, comment dirais-je, par ses réseaux, toute une série de possibilités pour actionner des groupes terroristes ou des terroristes, même qu'on paye 600 € pour fabriquer une bombe artisanale. L'Iran a un arsenal qui n'est pas infini, mais effectivement, qu'il fait durer très astucieusement. La grande force de l'Iran, en réalité, c'est que contrairement aux États-Unis, ils ont des plans. Ils se préparent depuis le début de la révolution islamique, depuis 1979, à une confrontation. Et donc, ils ont imaginé des ripostes, ils ont imaginé des manières d'étendre le conflit. Rappelez-vous, il y a un mois, on avait quand même un président des États-Unis qui nous expliquait qu'en une semaine, tout serait réglé et que le régime allait changer. Et au contraire, là, on a un régime qui est presque fortifié. Ouais. Alors évidemment, Patrick, ce que cherchent les Iraniens, c'est à faire un maximum de victimes civiles en visant ces zones, mais ils cherchent aussi à ce qu'il y ait cette production d'images, parce qu'on sait qu'en Israël, il y a énormément de caméras de vidéosurveillance, il y a des photographes partout, à Tel Aviv, il y a énormément de correspondants, et on va de plus en plus être sans doute dans cette guerre de l'image, et on va voir ce genre de scènes se multiplier. Et depuis 32 jours, il n'y a pas Internet en Iran. Exactement, donc pas il y a la un contraste. possibilité, voilà, pas Internet, en tout cas, ce qu'on appelle global, c'est-à-dire pas la possibilité de sortir des images. On ne sait pas ce qui se passe en Iran. On est obligé de se fier à des informations, de journaux israéliens bien renseignés. Heureusement, nous avons Siavosh Ghazi qui nous bien tient sûr informés. Il sera avec nous tout à l'heure qui travaille dans les conditions difficiles, mais voilà, c'est notre fil de vie, notre lien de vie avec Téhéran, parce que malheureusement, il ne peut pas évoluer dans l'entièreté de ce pays qui fait encore une fois 3 fois la France. Et c'est ce qui fera en fait, si cette guerre continue de durer, la différence entre peut-être des succès tactiques venus des Américains et des Israéliens et la possibilité d'une non-défaite et donc d'une victoire stratégique de l'Iran. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas vaincus, eh bien, ce sera une victoire pour eux. Et une victoire stratégique, c'est-à-dire vraiment le fait que tout le monde, dans le monde entier, on aura l'impression que c'est l'Iran qui a gagné. L'impression. L'Iran qui pousse les feux ce matin pour renforcer cette impression dont vous nous parlez avec ses frappes sur Israël, frappe également sur, on les voit, ces images, elles sont évidemment très impressionnantes, même s'il n'y a personne dans les rues et que pour l'instant, il n'y a pas de morts recensés, mais tout de même une douzaine de blessés. L'Iran frappe Israël, mais frappe aussi du côté des Émirats. Et les explosions se multiplient à Dubaï. Laurent Cambo est avec nous depuis cette région du Golfe. Alors vous êtes au Qatar, mais évidemment c'est juste à côté des Émirats. Et il semble que sur Dubaï, ce sont là aussi des missiles qui ont été envoyés par l'Iran. Oui, exactement. Des explosions entendues à Dubaï par les journalistes de l'AFP présents sur place et les autorités émiraties qui disent en ce moment même faire face à une attaque de missiles et de drones. Il y a même la police de Dubaï qui, sur ses réseaux sociaux, demande à la population de s'éloigner, de se protéger et de rester loin d'éventuels débris de drones qui tomberaient par terre. L'Arabie Saoudite qui a également été visée, elle vient d'annoncer avoir intercepté et détruit 10 drones. Il y a également
également des missiles qui ont été tirés sur l'Arabie Saoudite et des débris de ces missiles qui ont été interceptés sont retombés sur des habitations au sud de Riyad. L'Iran qui continue d'instiller la terreur, notamment autour du détroit d'Ormuz. Ça s'est passé dans la nuit. Il y a un pétrolier qui naviguait sous pavillon du Koweït qui a été visé, un immense pétrolier long de 300 mètres de long qui transportait 2 millions de barils de brut. Voilà, Téhéran qui continue de viser quotidiennement tous ces pays du Golfe. Juste une précision, Laura, sur ce dont vous nous parlez sur le Koweït. Il y a évidemment un risque de marée noire. Est-ce qu'on sait si cet incendie il est toujours en cours ou pas? Écoutez, on sait que cet incendie, il a été éteint par les autorités de ce port de Dubaï. Elles ont mis tout de même 2 heures à l'éteindre. On sait qu'il y a également des dégâts importants sur la coque de ce bateau. Et on sait qu'il y avait, en effet, on craignait un risque de marée noire, car comme je vous le disais, ce pétrolier était donc chargé à bloc. Mais on nous explique que finalement, il n'y a plus de risque, que en fait, la fissure sur ce paquebot, sur cet énorme pétrolier, a finalement été réparée. Donc c'est un risque qui vient tout juste d'être écarté à l'instant. Voilà, ce sont des nouvelles plutôt rassurantes sur la situation écologique, entre guillemets, dans le Golfe. Jean-Paul Paloméros. Non, mais le paradoxe, c'est qu'a priori, ce cargo, sa cargaison était destinée à la Chine. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément une cohérence dans les frappes. Il y avait 2 millions de barils pour la Chine. Quand même. Alors, on a vu qu'il y avait des missiles sur Israël, des drones ici beaucoup dans le Golfe. L'Iran est dans une phase de saturation générale en ce moment ou pas? Bah oui, pratiquement depuis le début de la guerre. Hein. Bon, certes. Avec des hauts et des bas. Hein. Non. Oui, ils pilotent. Ouais. C'est ça. Ils ont un certain avantage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, d'un autre côté, là, il y a la campagne aérienne israélo-américaine. Elle continue et elle est très systémique. Hein. Quand on regarde bien les cibles, l'Iran c'est vaste, c'est très décentralisé, mais il y a des cohérences. Ils essayent de saper à la base l'outil industriel iranien de production de carburant, de production de tout ce qui peut propulser les missiles balistiques. Donc ils vont au cœur, à la racine même du problème. Ça ne peut pas ne pas amener quand même des conséquences sur l'aptitude de l'Iran à continuer ces frappes. Et d'autant plus qu'il y a une identification aussi des différents sites au fur et à mesure que l'Iran utilise ses missiles. Évidemment, comme la maîtrise de l'air est acquise, il y a moyen d'avoir le renseignement pratiquement en temps réel. Donc, je pense que la coalition, elle est sur la bonne voie, mais comme disait Netanyahou, ils en sont peut-être à la moitié. C'est pas tout à fait la vision de Donald Trump. C'est peut-être le sujet. Ah bah Donald Trump, au bout de 2 jours, il disait 90%, alors qu'aujourd'hui, Netanyahou dit la moitié. Évidemment, on en est loin. Reste, Madénemir Khan, que quand on regarde les chiffres sur l'envoi de missiles iraniens, on se rend compte depuis quelques jours qu'ils sont repartis à la hausse. On est à plus de 40 missiles envoyés par jour. Alors, on est très loin des premiers jours où c'était plus de 200 missiles. Mais voilà, on voit cette courbe, elle est plutôt en train de monter. L'Iran, elle peut encore aujourd'hui utiliser ses réserves, voire en fabriquer de nouveaux? Alors, en fabriquer, c'est compliqué, je pense. Alors, ils ont toujours des stocks et toujours des réserves, je pense, qui n'ont pas été frappées. C'est compliqué parce qu'ils ont vraiment dispersé cette industrie sur l'ensemble du territoire. En revanche, ils ont encore des stocks. Et moi, je pense que la montée des frappes ces derniers jours, c'est lié aux 2 plans, en fait. Les négociations annoncées par Donald Trump, d'une part, où tout le monde essaie de surenchérir et de monter la pression. Et d'autre part, ce signalement sur les troupes au sol, qui fait que l'Iran veut montrer, alors d'ailleurs c'est intéressant de voir comment ils communiquent dessus, aujourd'hui la rhétorique chez les Iraniens c'est nous sommes sur 11 fronts. Alors, en parallèle, face à Israël qui est sur plusieurs fronts, ils annoncent nous sommes sur 11 fronts et sur ces 11 fronts, nous sommes dans une réussite de guerre parce que on est impactant, on frappe et on n'arrête pas et on a une constance en fait dans le temps. Et en même temps qu'ils montent le nombre de missiles, ils sont en train de mobiliser des forces à l'intérieur. Alors, ça reste très difficile à mesurer parce qu'en même temps, ils donnent le signal qu'il manque des forces parce qu'ils ramènent des Hashd Sha'abi. On a eu hier des échos de Tchétchènes qui avaient été appelés par l'Iran pour rejoindre. Ils appellent les Iraniens sur vraiment un ton très nationaliste, y compris les Iraniens opposants de l'extérieur. Ils sont en train de les séduire pour dire il faut venir se battre pour la patrie, etc. Donc, ils donnent le signal qu'il manque de forces terrestres. Et voilà, donc
c'est conforme en fait à la montée des tensions sur le plan d'intervention au sol et des négociations éventuelles. Alors, puisque vous nous emmenez en Iran, allons-y, parce que je vous l'avais dit, Siavosh Ghazi nous y attend. Il est en direct avec nous depuis Téhéran. On voit Siavosh avec ses frappes de missiles, de drones sur Israël et sur les pays du Golfe que le régime est en train d'envoyer un message. Pas question de ralentir le rythme. Absolument. Il y a eu 2 déclarations hier soir de responsables qui disaient que en fait l'Iran disposait de suffisamment de stocks de missiles et de drones pour tenir encore 5 mois, sans compter donc les missiles qui sont en train d'être construits sur différents sites à travers le pays. Il faut savoir qu'il y a énormément de bases souterraines, à la fois de stocks de bases souterraines de missiles, à la fois pour les stocker, mais aussi pour en fabriquer éparpillés à travers le pays, et donc ce qui explique qu'il y a de plus en plus de missiles qui sont lancés, et donc des missiles qui atteignent leur but, puisque à la fois en Israël, mais aussi sur les bases américaines dans la région ou dans les pays du Golfe Persique, on voit que les missiles touchent leur cible sans que le système de défense antimissiles puisse intervenir ou intercepter les missiles iraniens, des missiles de plus en plus sophistiqués, de plus en plus rapides, puisque maintenant ce sont des missiles avec une tête explosive de 1000, d'une tonne ou de 2 tonnes qui sont utilisées à chaque fois. Avec par exemple, certains missiles ont 3 têtes dirigeables et donc peuvent donc échapper au système de missiles antimissiles. Et il y a eu encore il y a une heure la revendication par les gardiens de la révolution de frappes importantes sur Dubaï, les Émirats Arabes Unis, qui est de plus en plus visé par Téhéran donc qui est accusé de coopérer avec les États-Unis pour frapper, pour lancer des frappes contre le pays. Donc une montée en puissance de la force militaire iranienne. Il y a eu par exemple l'attaque d'un pétrolier koweïtien qui était donc dans un port à Dubaï, ou encore les Iraniens, les gardiens de la révolution ont affirmé que 2 navires conteneurs israéliens, donc avec des drapeaux apparemment thaïlandais, ont également été visés dans la région du Golfe Persique. Donc pas question de céder, et donc de céder, de négocier avec les Américains, d'autant plus qu'il y a en même temps la loi sur le nouveau régime du détroit d'Ormuz avance, puisque le texte a été adopté à la commission donc des affaires étrangères du Parlement, et donc sera soumis donc à un vote du Parlement. Ça pourrait être un vote par correspondance, parce que c'est dangereux de réunir tous les membres du Parlement au même endroit, et donc on peut s'attendre dans les prochains jours, peut-être à partir de samedi ou dimanche, puisqu'on entre dans un long week-end à partir de demain, long week-end jusqu'à samedi matin. Donc cette loi pourrait être votée pour Téhéran. Il n'est pas question que les navires américains, commerciaux américains, des pétroliers américains, israéliens, mais aussi des monarchies arabes du Golfe Persique, à l'exception du Qatar, puissent traverser le détroit d'Ormuz dans un sens ou dans l'autre, et en même temps il y aura donc des taxes qui seront perçues par l'Iran, donc selon le texte de la loi qui a été donc publié par les médias iraniens. Merci beaucoup Siavosh pour ce panorama complet depuis Téhéran. Des sites militaires, Bruno Fulini, ont été frappés, c'est ce que disent les médias iraniens, qui reconnaissent donc que les sites militaires sont touchés par la coalition américano-iranienne. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces sites militaires. On ira à Washington tout à l'heure. À votre avis, ça peut être quoi ? Ça peut être effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, essayer d'empêcher les tirs de missiles en frappant les pas de tir. Ça peut être des terrains d'aviation de toutes sortes, même si l'aviation iranienne a été largement détruite. Ça peut être des stocks aussi, des stocks de munitions, bien sûr. Ça peut être également des centres importants pour la logistique, parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille sans une logistique un petit peu, voilà. Ce qui est certain, c'est que ce soit l'Aman, c'est-à-dire le renseignement militaire israélien, ou la DIA, qui est le renseignement militaire américain, ont des cartes précises de l'Iran et des lieux à frapper d'un point de vue militaire. Là, on est relativement dans la logique. Ce qui est plus inquiétant, c'est les déclarations toutes récentes de Donald Trump qui menaçaient de frapper, non pas
des sites militaires, mais des sites énergétiques, des sites civils. Hein. Et donc, si c'est une simple menace, on est dans le cadre d'un bluff et d'une partie de poker. Mais si jamais, à un moment, ne serait-ce que pour plaire à l'opinion, il donnait des ordres en ce sens, ce serait gravissime. Et on essaie chaque matin de vous apprendre à parler le Trump, c'est pas toujours évident.